Alors, aujourd'hui, je vais parler d'Insidious 2. Je vais parler d'Insidious 2 parce que j'avais déjà fait Insidious 1. Insidious 2, c'est donc la suite, c'est le deuxième opus de la saga Insidious. Insidious 2 raconte la suite, il raconte la suite de Insidious 1 parce que Insidious, en fait, à la base, il faut savoir que les quatre films, forment en fait un tout. Les quatre films de Insidious forment un tout. C'est-à-dire qu'on commence avec le premier Insidious, ensuite il y a le deuxième qui est la suite du premier, il y a le troisième qui raconte ce qui s'est passé entre-temps et qui suit le 4 et qui suit le 3, et il y a le 4 qui est un préquel qui est sorti de nulle part. Il y a le 4 qui est un préquel qui est sorti de nulle part, qui raconte la suite du 3, et il y a le 5 qui est sorti cette année, qui raconte la fin de Insidious. Donc, il faut savoir que déjà les 4 films se suivent. Enfin, les 5 films. Les 5 films se suivent et forment un tout, une histoire qui dure, je crois, environ, si on calcule le temps de tous les films. Le premier dure 1h47, le deuxième dure 1h46, le troisième dure 1h36, le quatrième doit durer, je pense, 1h37 ou 1h47. Et je crois que si on calcule tout ça, ça fait au moins 10 heures de film. Mais tous les films forment un tout. Insidious 2 raconte donc la suite de Insidious 1. Et la famille Lambert est toujours autant hantée par les mêmes démons. Mais dans Insidious, il y a une particularité à cette saga. Il y a une particularité à cette suite de films, à cette saga, c'est que à chaque fois qu'on va plonger dans un autre chapitre, à chaque fois qu'on va se mettre dans un autre chapitre, à chaque fois qu'on va aller dans un autre chapitre, il va y avoir un esprit en plus. Il va y avoir un esprit et un démon en plus qui viendra toujours du lointain. Parce que le lointain dans Insidious, c'est un endroit dans lequel résident les esprits et résident les morts. Donc, à chaque fois dans l'épisode suivant, dans l'opus suivant, il va y avoir un esprit venu du lointain qui va à chaque fois pas renouveler, mais redonner une nouvelle vie quelque part, qui va redonner une nouvelle vie quelque part au chapitre suivant. Dans Insidious 2, c'est l'esprit une femme avec une longue robe blanche et qui a l'air d'être coiffée de manière assez ancienne. Et donc, on va découvrir cette femme qui se fait appeler la mère de la mort, autrement dit dans le film Mater Mortis, qui veut dire la mère de la mort en latin. Et donc, on va découvrir les origines de Mater Mortis, qui est en fait cet esprit, l'esprit de cette femme avec une robe blanche, qui est coiffée avec les cheveux tirés vers l'arrière et avec des sortes de chignons sur les côtés, des deux côtés. Cette femme, elle est Mater Mortis, elle est la mère de la mort. C'est un esprit qui vient du lointain et qui est donc rajouté au chapitre 2 pour pouvoir avoir une histoire, je vais pas dire une histoire un peu plus claire, mais une histoire qui suit le chapitre 1. Ils ont rajouté cet esprit. Et dans le chapitre 2 a une particularité. C'est que le chapitre 2 n'est pas comme le chapitre 1. Le chapitre 2 raconte le présent et le passé. Le chapitre 2, en fait, il est coupé en deux parties. D'ailleurs, j'avais regardé une interview de Rose Bryant et de Patrick Wilson. Ils avaient tous les deux adoré faire le chapitre 2 parce que le chapitre 2 c'était le plus fun à faire. Parce qu'en fait, au tout début, on raconte comment le père de Dalton a été hanté par ces choses lui aussi, et que son don ne lui a pas été, c'est pas lui qui l'a développé, mais il lui a été transféré, un peu comme quelque chose d'héréditaire.
Et donc, le chapitre 2, il est coupé en deux parce qu'il raconte le présent, comment est-ce que René et Josh comment est-ce que René et Josh vivent ça avec leurs enfants. Et au tout début du 2, on raconte un peu du passé, le passé de Josh quand il était petit, où on raconte comment est-ce qu'il a vécu ça quand il était jeune, comment est-ce qu'il a vécu le fait que cette entité le suivait. Donc, ils ont tous les deux dit, Rose Brint et Patrick Wilson, que c'était le chapitre le plus intéressant et le plus fun à faire parce qu'il y avait deux parties. Il y avait deux parties et quelque part, c'est vrai en fait, le film Insidious 2 est construit en deux parties. Il y a cette partie qui raconte le passé et il y a cette partie qui raconte le présent. Et ce que j'aime beaucoup dans, d'ailleurs, Insidious 2, c'est le chapitre de Insidious qui s'est fait le plus, mais le plus lyncher. C'est le chapitre qui s'est fait le plus lyncher. Je pense que c'est le chapitre qui a eu le plus euh, de, de mauvais commentaires. Je sais pas pourquoi, mais les gens se sont lâchés sur Insidious 2, disant qu'il était mauvais, qu'il était nul, qu'il n'était pas à la hauteur du 1. Et moi, personnellement, c'est mon préféré. Moi, personnellement, c'est mon préféré. C'est vraiment celui que je préfère parce que je le trouve violent. Je le trouve violent, je le trouve intense, puissant. Je le trouve, malgré lui, même s'il est coupé en deux, je le trouve très démoniaque. Il est vraiment très démoniaque et c'est dans ce chapitre-là, que Josh va être possédé par un esprit. Il va être possédé par un esprit du lointain et je vous dis pas lequel. Je vous dis pas lequel, mais il va être possédé par un esprit du lointain et on va comprendre. Il y aura toute une histoire qui va tourner autour de comment est-ce que René s'en sort avec les enfants et comment est-ce qu'elle essaye de raconter ce qui se passe à ses enfants et comment est-ce que les personnes qui sont venues dans la maison, les chasseurs de fantômes et Élise Régnier, la médium, comment est-ce que elle a procédé pour trouver euh, le lointain et pour chasser les fantômes. Il y a plusieurs parties dans le 2. Il y a cette partie avec comment est-ce que Élise Régnier et son équipe font pour chasser les fantômes. Et l'autre partie, c'est comment René s'en sort avec les enfants. Et la troisième partie et la dernière, c'est tout ce qui se passe autour de tout ce qui tourne autour de, de Josh qui est possédé. Et quand il le découvre, il y a quelque part déjà l'histoire qui est construite. Il y a quelque part déjà la timeline de l'histoire qui est construite. Et quand il découvre que Josh est possédé par cet esprit, il y a quelque part une deuxième timeline qui se met au-dessus, mais très doucement, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il est vraiment possédé. Et alors là, il y a quelque part une deuxième timeline, une sorte de voile qui va expliquer tout, qui se remet par-dessus. Et on va arriver, déjà, on sera dans la maison principale de Insidious. On sera dans la maison de Insidious et il y a un passage que j'aime beaucoup dans Insidious 2, c'est qu'à un moment, ils sont dans le lointain et on se retrouve dans la même maison dans lequel se passe Insidious 2. On se retrouve dans la même maison, mais dans le lointain. Et à l'intérieur de la maison, il y a une sorte de messe noire, il y a une sorte d'église de messe noire abandonnée avec, si je me souviens bien, c'est 15 ou 12 cadavres qui sont sous des draps et avec une boîte à côté. Et à l'intérieur, il y a tous des journaux, des pages de journal et des pages de journaux différents à l'intérieur desquels il est écrit tous les crimes et tous les meurtres de cet esprit de la mariée en noir.
Et on raconte l'histoire de la mariée en noir. La mariée en noir, c'est une histoire c'est vraiment... je crois que la mariée en noir dans Insidious, c'est mon histoire préférée. La mariée en noir dans Insidious, c'est mon histoire préférée parce qu'elle est vraiment... Elle est terrible. Elle est choquante. Elle est choquante, elle est pertinente, elle est troublante, perturbante. Elle est perturbante, choquante, troublante, pertinente. C'est vraiment une histoire qui est vraiment bien faite et bien ficelée. Et à un moment, il y a Élise Régnier qui fait appel à l'un de ses collègues, qui est aussi un médium, Donc il y a deux médiums dans Insidious 2. Et Élise Régnier, en fait, elle se fie à ses sens. Elle se fie à ses sens, elle se fie à sa vue, à son sens elle se fie à sa vue, à l'ouïe et à ce qu'elle ressent, à son sens de médium. Et son copain, son ami, qui lui est aussi médium, lui, contrairement à Élise Régnier, il va utiliser la technique des dés. Il a des dés avec des lettres, des chiffres, il a des dés avec des lettres et des chiffres et des symboles dessus, qu'il lance et les dés forment des mots, et c'est comme ça qu'il communique. C'est un peu comme la planche de Ouija. Et avec ces dés, il va communiquer. Et t'as Élise qui va réouvrir, elle a un salon qui n'est pas montré dans le 1. C'est pas montré dans le 1, à partir du 2, on le voit. Dans le 2, elle a une sorte de salon dans lequel elle faisait des séances et elle le réouvre. Et ce salon de séances occultes, il a un nom, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Dans le 1, on voit un seul objet. Dans le 1, on voit un seul objet de ce salon. C'est une sorte de masque avec une sorte de masque de la guerre, un masque à gaz avec une sorte de trompe en, en tuyau et une sorte de tuyau de trompe en ressort comme ça qui a juste devant pour respirer. Et on voit cet objet, il est très difficile à décrire. Il est très difficile à décrire, c'est un genre de masque à gaz avec une trompe en tissu qui fait un peu ressort comme ça, ressort en accordéon. Et on voit cet objet dans le 1, mais dans le 2, on voit tout le salon. Et c'est là qu'elle faisait ses séances et elle le réouvre pour son ami qui va faire une séance et essayer de parler justement avec cette chose qui leur montre tout ça. Et c'est là qu'ils vont découvrir Madère Mortis. Et il y a un passage très intéressant dans le 2. Il y a un passage très intéressant dans le 2 où à un moment ils vont à plusieurs dans le lointain. Ils vont à plusieurs dans le lointain. Je crois il y a Josh, il y a l'ami d'Elise, il y a Elise et la mère de Josh. Ils y sont tous et à l'intérieur du lointain, un moment, tu as Elise qui prend son ami dans ses bras et qui lui dit: Tu dois retourner dans le monde des vivants, il faut que tu sortes et que tu t'en ailles. Et tu vois que son ami repousse Élise et dit: Pourquoi est-ce que tu me dis ça? T'as Élise qui dit: Quand je t'ai pris dans mes bras, j'ai senti que ton cœur battait toujours. Et si t'écoutes assez le film, si t'écoutes bien le film, dans la bande originale du film, t'entends des battements de cœur. Et, et ça, j'ai trouvé ça super bien. Et j'ai trouvé ça super bien fait. T'entends les battements de cœur dans la bande originale. Et, euh, et donc, euh, Insidious 2, pour moi, c'est le meilleur. C'est celui qui a le plus de violence en lui. C'est celui qui a le plus de... En fait, c'est vraiment le chapitre d'Insidious qui t'explose à la gueule. C'est le chapitre d'Insidious qui t'explose le plus à la gueule, celui qui te terrifie le plus. Et il y a ce passage que j'adore. Il y a ce passage que j'adore qui est d'ailleurs un petit reflet à Insidious 1. C'est un passage où il y a Renée qui est sur le bord des escaliers et qui avait demandé elle avait demandé des analyses, je crois que c'était des analyses de grossesse. C'était des analyses de grossesse pour savoir si son bébé, si son bébé allait bien ou alors des analyses de sang, je sais plus. Mais à un moment, elle parle à un médecin et elle s'installe sur les escaliers et tu vois qu'elle réfléchit.
Et quand elle raccroche le GSM et qu'elle l'a toujours en main, il y a ce petit jeu pour enfants dans lequel elle mettait son bébé. Il y a ce petit jeu pour enfants vide qui commence à arriver tout seul en clignotant. Et ça fait un petit rappel à Insidious 1 avec le babyphone et les interférences. Et quand elle va voir et qu'elle voit que ça clignote tout seul et que ça fait de la musique et que ça fait des lumières, ça fait ce petit rappel à Insidious 1 avec le babyphone. Et, euh, et quand elle est là et qu'elle regarde le truc et qu'elle essaye de l'éteindre, t'as tout qui explose autour d'elle et t'as le module de jeu dans lequel elle mettait son enfant qui clignote, qui fait ce petit rappel à Insidious 1, qui, euh, qui explose contre les murs et qui s'envole en l'air. Et il y a aussi quelques cadres qui tombent et d'autres choses qui avaient par terre qui explosent en l'air. C'est vraiment le chapitre le plus terrifiant, le plus angoissant, le plus, le plus effrayant de la saga. C'est pour ça que je l'aime bien. Et il essaye aussi un peu de reprendre les codes du 1. Parce que le 1 c'était vraiment le chapitre qui nous montrait des choses sans nous expliquer le pourquoi, mais à la fin nous montrait que ces choses arrivaient pour une raison particulière. Et donc à la fin du chapitre 1, on nous montre que les choses arrivent pour une raison particulière, qu'elles ont quelque chose à avoir dans l'histoire et qu'elles arrivent pour une raison particulière. Mais au début, on ne t'explique rien du tout. Et c'est ça qui t'angoisse et qui te terrifie. C'est qu'on ne te raconte rien, mais qu'à la fin, on te raconte tout. Et on t'explique tout en une fois. Et on te lance tout ça en une fois. Et dans le 2, ils ont essayé de faire un peu la même chose. Ils ont fait un passage, le moment où Josh est possédé. Un moment, il est avec une batte de baseball devant un piano. Il est avec une batte de baseball devant le piano. Et il est en train de parler tout seul. Et je crois qu'il dit des choses du genre tu ne vas pas céder aux ténèbres. Ou alors eux, ils ont déjà cédé aux ténèbres, mais toi, tu es toujours lucide. Et il commence à. Il divague un peu en fait. Et il dit des choses comme eux, ils ont cédé aux ténèbres. Eux, ils sont dans les ténèbres, mais toi, tu ne l'es pas, tu ne céderas pas. Et il commence à répéter ça plusieurs fois d'affilée. Plusieurs fois d'affilée, il répète ça. Et un moment, il a ses mains sur le piano, sur le clavier du piano. Mais tu vois pas ses mains parce elles sont cachées par le couvercle du piano. Et tu sais pas en fait je sais pas de quelle manière ils ont pris ce plan, mais tu sais pas si ses mains ne sont pas là, ou si ses mains sont cachées en dessous du couvercle du piano qui se met au-dessus du clavier du piano, ou si ses mains sont juste pas là et qu'il les a mis en dessous du piano, ou si ses mains sont sur le clavier et qu'il y a le couvercle du piano sur ses mains. Et ça se voit tellement pas à cause de la fumée rouge et des lumières noires à cause des lumières rouges, de la fumée rouge, des lumières noires et de cette vapeur et de cette fumée qui est dans le lointain, ça se voit tellement pas que automatiquement tu vas te demander, automatiquement tu vas finir par te demander qu'est-ce qui se passe. Et tu sais pas en fait parce que ça se voit tellement pas à cause du fait qu'il est dans le lointain et dans le lointain il y a une sorte de fumée qui cache un peu tout. Et à cette scène-là, la fumée, elle est rouge. Et tout ça sur un ton noir autour d'un... Tout ça sur un ton noir autour d'un endroit très obscur avec la fumée rouge. Ça cache ses mains. Et lui qui est éclairé en bleu, c'est très perturbant. Parce qu'en fait, lui est éclairé avec un code couleur très bleu. Donc Patrick Wilson, Josh est éclairé en bleu avec un code couleur très bleu, très bleuâtre. Et tandis que ses mains sont éclairées avec un code couleur, avec une fumée très rougeâtre et un code couleur très rouge. Et le piano, qui est un piano à queue noire, un piano de concert à queue noire, lui, il est noir et il est dans la pièce qui est complètement éteinte et qui est dans le noir. Tout ça forme un tout et finalement te met dans le doute
te met dans le doute, dans le pourquoi, dans ce contexte, d'essayer de savoir pourquoi, et tu sais pas en fait. Et toutes ces scènes qui se poursuivent sont, sont très perturbantes, étaient très troublantes, et ça perturbe en fait, ça perturbe toutes ces scènes. Et c'est comme un moment il essaye d'attaquer René, et t'as René qui ferme les deux portes ouvertes qui séparent l'endroit dans lequel il y a le piano et l'entrée avec l'escalier. Parce qu'il y a l'entrée avec l'escalier, parce que dans Insidious 2, ils sont pas dans la maison de Insidious 1, ils sont dans la maison de leur grand-mère, donc de la mère de Josh. Ils sont dans la maison de la mère de Josh, qui est une maison un peu différente et beaucoup plus terrifiante. Et il y a ce passage où elle ferme les portes sur ses mains et t'as Josh qui répète: ça fait plus longtemps que j'avais pas souffert comme ça. Et c'est tellement terrifiant que après tu le vois pendant tout le film avec une marque de coupure sur les phalanges au bord des mains. Et c'est un détail pourtant tellement infime, mais c'est sur un personnage qui à la base dans le 1 était un héros et qui dans le 2 devient un anti-héros. Et tu le vois avec cette marque et avec cette violence en lui, qui dans le 1 c'était un héros et dans le 2 c'est un anti-héros. Et tu le vois avec cette marque, c'est un détail tellement peu insignifiant et tellement infime que finalement tu t'en rends pas compte, mais comme la personne qui porte cette marque était un héros avant dans le 1 et est devenu un anti-héros dans le 2, eh bien tu le remarques tout de suite et tu ne regardes plus que ça. Et c'est très perturbant. Et il y a aussi ce passage où, ça j'ai trouvé très intéressant, t'as James Wan qui joue avec les reflets, t'as James Wan qui joue avec les reflets d'un rideau par le vent qui est à l'extérieur parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a une fenêtre qui est ouverte et les rideaux sont fermés, alors t'as le rideau qui flotte un peu dans l'air. Et juste derrière, à ce moment-là, t'as la mère de Josh qui ouvre dans la salle de bain des portes d'armoire en miroir et elle les ouvre, des portes d'armoire en forme de miroir. Elle les ouvre et elle regarde dans le miroir qui est ouvert sur le côté et elle voit cette femme blanche juste là où le rideau avait fait comme ça dans le vent. Et c'est très intelligent d'utiliser le rideau blanc pour pouvoir faire apparaître une robe blanche. Parce qu'au final, tu peux te dire il y avait quelque chose, mais non, en fait, il n'y avait rien. Et ça, c'était très intéressant. Donc, personnellement, je vous encourage à aller voir le chapitre 2. C'est l'un de mes chapitres préférés. Je vous encourage à aller voir le chapitre 2 de Insidious. Et moi, je vous fais plein de bisous.